Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement la solution que j'ai déjà publiée sur la plateforme module du TP4 concernant les listes chaînées. Alors, l'objectif du TP4, c'est de manipuler les listes à travers un exemple concret de gestion des étudiants. Chaque étudiant sera caractérisé par une structure contenant le code, le nom et la note de l'étudiant. Dans l'exercice 4, on va manipuler la liste des étudiants à travers une implémentation statique via les tableaux. Donc, proposer un menu à la console permettant d'effectuer les actions suivantes. Première question, lire la liste des étudiants et les affecter et valeur, donc étudiant par étudiant dans un tableau. Chaque étudiant qu'on va lire, on va le mettre dans une case du tableau qu'on va créer. Et là, donc, on va utiliser une allocation dynamique pour créer un tableau avec Malloc. Deuxième question, afficher l'ensemble des étudiants dans un tableau qui sont déjà affectés dans le tableau à partir de la question 1. Alors là, dans la question 1, on va saisir la liste des étudiants dans le tableau. La question 2, on va afficher le tableau des étudiants. Question 3, calculer la moyenne max de l'étudiant. Donc, on va trouver l'étudiant qui a la moyenne la plus élevée. Question 4, calculer la moyenne min, c'est-à-dire on va afficher l'étudiant qui a la moyenne, ou bien on va retourner la moyenne minimale depuis la liste des étudiants qui sont stockés dans le tableau. Cinquième question, on va manipuler l'insertion d'un étudiant dans le tableau. Sixième question, rechercher un étudiant dans la liste des étudiants, et là on va utiliser le code de l'étudiant que l'on va saisir pour pouvoir rechercher par code. Et là, donc, dans la question 7, supprimer un étudiant, aussi on va préciser le code de l'étudiant à supprimer. Et puis, normalement, la fonction supprimer, ça va permettre de supprimer un étudiant du tableau de la liste des étudiants. Question 8, trier le tableau de la liste des étudiants. Et là, donc, le tri, ça doit être fait en classement par ordre, en classement par note. On va faire un classement décroissant. On va afficher les étudiants qui ont la note la plus élevée et puis donc les autres étudiants. On va faire un classement par ordre décroissant selon la note. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La question, c'est de proposer un menu à la console. Alors, je vais vous présenter la solution, l'exécution déjà. Alors déjà dans la solution, j'ai essayé de diviser le programme en deux fichiers pour que ça soit plus lisible. Le premier fichier, c'est le fichier principal, le programme principal qui contient le main, la fonction main. Le deuxième fichier, ça contient la liste des déclarations des structures et la liste des procédures et fonctions que l'on va utiliser dans la solution. D'accord. Alors je reviens au programme principal main. Alors l'idée, c'est de faire quoi? En fait, je vais exécuter. L'idée dans la solution, c'est de proposer, alors comme c'est indiqué dans l'énoncé du TP, proposer un menu à la console permettant d'effectuer ces actions-là. Un menu à la console, ça va être par exemple comme ça. Donc pour l'exercice 1, je vais proposer un menu comme ça à l'utilisateur qui va utiliser le programme et lui dire, par exemple, l'option 1, ça va permettre de lire les étudiants dans un tableau. L'option 2, c'est afficher les étudiants qui sont stockés dans le tableau. L'option 3, c'est la moyenne max, et ainsi de suite. Alors, pour chaque question qu'on a dans le TP, je vais donc la traduire en une option à afficher dans la console à l'exécution. De la même manière pour les autres exercices, exercices 2 et 3, pour chaque question, je vais essayer de la mettre ici comme étant un choix, une option que l'utilisateur va choisir, et lorsqu'il va choisir une option ici, qui est identifiée par un numéro de l'option, un numéro de choix, le programme, ça va exécuter, ça va donner la solution qui est associée à cette question-là, ou bien à ce choix-là. D'accord? Donc l'idée c'est, pour chaque exercice, on va essayer de faire la liste des questions qui sont posées dans l'exercice.
Par exemple, pour l'exercice 1, les questions, on va les mettre sous forme de choix que l'utilisateur va choisir pour exécuter la solution de chaque question. D'accord, on va commencer par l'exercice 1. Alors, j'ai mis donc tous les exercices dans dans une même application parce qu'en fait, ils sont liés. On va voir par la suite cette liaison, c'est en fait c'est ce qui est noté ici en haut. Dans cette solution, si on veut manipuler la liste des étudiants dans les listes chaînées par la suite, c'est-à-dire dans l'exercice 2 ou 3, parce que dans l'exercice 2, on va manipuler la liste à travers une liste simplement chaînée, et dans l'exercice 3, on va manipuler la liste des étudiants à travers une liste doublement chaînée. Alors, comme vous remarquez ici, on essaie de manipuler la liste des étudiants, premièrement en utilisant les tableaux et puis les listes chaînées, les listes simplement et doublement chaînées, pour voir les différentes façons d'utilisation des listes en C. Alors, ici, donc, c'est indiqué que si on veut manipuler la liste des étudiants sous forme de liste chaînée, d'abord, on doit effectuer la lecture des étudiants dans un tableau. Donc, on doit déjà faire, ça suppose qu'on a déjà fait la lecture des étudiants dans un tableau avant d'aller faire donc les questions ou bien les choix pour les exercices 2 ou 3. Donc, d'abord effectuer la liste des étudiants dans un tableau et puis transformer ensuite le tableau en liste chaînée ou bien en liste simplement chaînée ou bien doublement chaînée. C'est-à-dire que ici, si on veut manipuler une liste d'étudiants à travers une liste simplement chaînée, on n'a pas donc la saisie des étudiants puis la création de la liste d'une manière simple, mais on va transformer le tableau qui a été déjà saisi à cette étape-là en une liste chaînée, soit simple, soit doublement chaînée. D'accord? C'est pour ça donc que j'ai mis le tout, toutes les questions de tous les exercices dans un même donc, programme. Et puis donc on aura le tout dans une même console. D'accord? Pour nous, on va commencer pour le moment par l'exercice numéro 1. Alors l'option 1, c'est la lecture. Alors ça va faire quoi la lecture? Lorsque je vais choisir l'option 1, entrée, ça va me permettre de lire la liste des étudiants dans un tableau. Donc, qu'est-ce que ça va poser et qu'est-ce que ça va dire? Ça va me dire c'est quoi le nombre des étudiants que vous voulez ajouter dans le tableau. Je vais dire 2 étudiants. Par exemple, ça va me dire saisir l'étudiant numéro 1. Alors, je vais saisir l'étudiant 1, le code de l'étudiant. Ensuite, ça va me poser la question sur la moyenne. Je vais saisir la moyenne de l'étudiant. Ensuite, ça va me poser la question de saisir l'étudiant numéro 2. Alors, je vais remplir l'étudiant numéro 2. Le code, c'est, vous pouvez mettre le code que vous voulez, donc c'est juste pour faire un test. Après, la moyenne aussi que vous voulez. Donc voilà, j'ai saisi 2 étudiants à travers l'option 1. L'option 1, ça veut dire lecture. Donc ça correspond à l'exercice, à la question numéro 1 de l'exercice 1. Lecture des étudiants dans un tableau. Alors, on va voir rapidement le code. Alors, déjà, donc, dans le programme mail, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, pour afficher la liste des options dans un menu, on peut utiliser un printf et puis afficher toutes les options qu'on a dans la console à travers. Donc, on va formater ça dans un printf et faire des espacements, des symboles comme ça pour séparer entre exercice 1, 2, 3. Et puis, donc, c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez formater l'affichage des options de votre application quand vous voulez. Et là, ce qui importe, c'est qu'on va faire un switch de notre choix. On va dire à l'utilisateur, tapez votre choix que vous voulez. Et on va lire le choix qui est format numérique, en entier. Donc, les choix sont donc de 1 jusqu'à 26. Je rappelle que pour chaque question dans le TP, donc ça va être un choix à l'exécution pour voir la solution de cette question. Donc, si l'utilisateur va choisir le choix 1, qui correspond à la question numéro 1, donc on va lui donner la solution ici, case. Alors on va utiliser une switch case 1, case 2, case 3, etc. Pour chaque question, on a
donc un traitement qui va résoudre, qui va proposer la solution à cette question. Commençons par le choix numéro 1 que j'ai choisi pour la lecture pour lire la liste des ions dans le tableau. Alors, on va dans le choix 1, si l'utilisateur a choisi l'option 1, on va lui demander le nombre des étudiants, on va lire le nombre des étudiants, et là on va faire une allocation dynamique pour allouer en mémoire n étudiants, selon le nombre qui a été saisi. Dans mon cas, j'ai saisi 2, alors le programme va m'allouer ils ont mémoire pour 2 étudiants. Alors pour la structure étudiant, ça a été déjà donc créé dans le fichier que j'ai donc appelé fonction.h. Pour la structure étudiant, c'est simple, donc puisque un étudiant est caractérisé par un code, un nom et une moyenne, donc on va déclarer un type structuré que l'on va appeler étudiant qui contient le code nom et moyenne. Le code c'est de type int par exemple, le nom c'est de type chaîne de caractères et la moyenne c'est de type réel. D'accord? Alors, je vais allouer donc un étudiant et puis je vais je vais appeler une fonction lecture qui va donc lire les étudiants dans le tableau ET. D'accord? Dans la zone mémoire allouée et que l'on va donc accéder à travers le pointeur ET. Donc, on va voir la fonction lecture. Alors, dans la fonction lecture, qu'est-ce que nous allons faire tout simplement? Nous allons parcourir depuis donc, nous allons prendre un compteur i allant de 0 jusqu'à n-1 et pour chaque i, c'est-à-dire nous allons lire pour chaque i un étudiant. Donc, pour un étudiant, pour chaque étudiant, nous allons dire à l'utilisateur saisir l'étudiant le numéro i plus 1, parce on va dire pour le premier étudiant, saisir l'étudiant numéro 1, et ainsi de suite. Alors, et pour chaque étudiant, nous allons poser la question de saisir le nom, le code et la moyenne. Et nous allons lire toutes les informations à travers un scanf au sein du tableau ET, qui est pointé donc par le pointeur ET. D'accord? Et à l'indice, donc dans la case I, nous allons lire l'étudiant numéro I, donc numéro I plus 1 en fait. D'accord? Dans la case 0 du tableau, nous allons lire l'étudiant numéro 1 et ainsi de suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait dans la fonction lecture? Tout simplement, on va lire la liste des étudiants. Pour chaque étudiant qu'on va lire, on va saisir le nom, le code, la moyenne et on va stocker cet étudiant-là à l'indice EI, c'est-à-dire dans le tableau à la case EI. D'accord? Ensuite, maintenant, alors je reviens vers le main. Maintenant, on a commencé avec la lecture. On a alloué une zone mémoire de n étudiant, c'est-à-dire un tableau, ça revient à ce qu'on a donc créé, un tableau de type étudiant qui contient des étudiants. Et pour chaque case du tableau, donc, on va stocker un étudiant qui a cette structure-là. Et la lecture, ça va être fait à travers une fonction lecture. D'accord? Ensuite, dans l'exécution, on va donc aussi trouver d'autres options. L'option 2, c'est afficher le tableau. Donc, lorsqu'on va choisir l'option 2, qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher la liste des étudiants qu'on a déjà saisis à l'option 1. Alors, tout simplement, on va voir le code de l'option 2. Alors, case 2, afficher le tableau donc ET. On va passer donc l'identificateur du tableau, donc qui est donc le pointeur vers le tableau. Et puis donc n est la fonction affichée. Qu'est-ce que ça va faire? On va voir donc rapidement la fonction affichée. Ça va prendre en paramètre le tableau et la taille. Et puis ça va parcourir le tableau de 0 jusqu'à n-1 et afficher chaque élément, chaque étudiant à travers une autre fonction
que l'on va appeler afficher un étudiant ou bien afficher un étudiant dans le tableau ET à l'indice I. Et cette fonction-là, ça va faire quoi? Ça va en fait, l'implémentation de cette fonction, ça va afficher l'étudiant à l'indice I. Donc le code de l'étudiant, c'est ETI. Comme vous voyez ici, ça va afficher l'étudiant qui existe à cet indice-là. Ça va afficher le code, puis le nom, puis la moyenne. On peut bien sûr mettre ce code-là à l'intérieur de cette boucle, comme ça. Mais ce qui est bien, c'est de séparer le traitement dans une fonction isolée et par la suite utiliser cette fonction-là pour afficher un seul étudiant. Parce que cette fonction-là, ça va nous servir par la suite à chaque fois qu'on a besoin d'afficher un étudiant. D'accord? Donc, tout simplement, cette option-là, ça va permettre d'afficher la liste des étudiants un par un. L'option 3, ça va permettre de faire quoi? Alors, je vais exécuter. Je vais choisir 3. Ça va retourner la moyenne max. Donc, on voit ici, on a deux étudiants. Le premier, il a la moyenne 17. Le deuxième, il a la moyenne 16. Alors, lorsqu'on choisit l'option 3, ça va retourner la moyenne 17, qui est la note max. Donc, comment ça marche au niveau programme? Donc, nous allons retourner dans le main. Donc, dans le case 3, on va déclarer un cas de type int, puis dans lequel on va retourner le max qui existe dans le tableau ET. Le tableau qui contient la liste des étudiants. Donc, l'idée ici, c'est de retourner l'indice max de la note maximale, de l'étudiant qui a la note maximale. Et puis, afficher ET à l'indice K, c'est-à-dire l'étudiant qui est à l'indice K dont on a déjà retourné ici, et afficher la moyenne de l'étudiant qui a donc l'indice K. Et l'indice K, ça correspond à l'étudiant qui a la note max. Bien sûr que ici, on peut directement retourner la note max sans retourner l'indice et puis afficher la note ici. On peut directement ici retourner float note et max égale à max, et puis à l'intérieur de cette fonction-là, retourner la note max. Sauf que ici, on a fait en sorte que on va retourner juste l'indice de l'étudiant qui a la note max, et là, on va afficher la note max. Donc, nous allons voir le code qui correspond à cette fonction. Alors voilà, donc nous allons la fonction max, ça va prendre en paramètre le tableau et puis le nombre d'éléments, et ça va parcourir élément par élément, et puis ça va comparer si pour chaque élément ETI la moyenne est supérieure à la moyenne à la position. Alors on va initialiser la position max à 0 pour comparer dans un premier temps avec le premier élément. C'est pour ça ici on a commencé avec le deuxième élément qui est à l'indice 1. Alors, on va commencer à comparer donc le premier élément avec tous les éléments. Si on trouve un élément à l'indice I qui est supérieur à l'élément à la position max, on va dire que à la position max, on va mettre la position I, la position de l'élément qui a la moyenne supérieure. D'accord? Donc, à chaque fois, donc, on va voir si on a un élément qui a la moyenne supérieure à un élément dont on a la position max initialisée. Et puis donc la position max, ça va être mise à jour avec l'élément qui a la moyenne max, qui a la moyenne supérieure. À la fin, on aura donc dans position max, on aura l'indice de l'étudiant qui a la note la plus élevée. D'accord? Et ici, on va retourner cet indice-là de l'étudiant qui a la note la plus élevée. Et là, on va afficher l'étudiant, la note de cet étudiant. Comme je vous ai dit, on peut directement ici retourner la note, on peut directement ici retourner ET position max. Ici, ça va être de type float. Et là, donc, éviter d'écrire cette ligne-là. Directement retourner éviter d'écrire ce printf-là et directement retourner ici dans une variable note, la note maximale. Maintenant, pour l'autre option, donc la note minimale, de la même manière, on va calculer comme on a fait pour le max, donc on va faire pour le min.
la fonction min, c'est juste que ici on va mettre inférieur au lieu de faire supérieur pour trouver donc la position de l'étudiant qui a la note minimale. Et là donc on va retourner cette position et afficher avec ET la position K de l'étudiant qui a la note minimale, la moyenne de cet étudiant. Donc pour la question 5, insérer un étudiant. Alors, je vais faire déjà l'exécution, le choix 5, insérer un étudiant. Je vais choisir 5. Alors là, ça va vous poser une question posée, donc ça va vous dire, donnez le nom de l'étudiant à insérer. Par exemple, je vais donner étudiant Amine, et puis le code de l'étudiant à insérer, ça serait comme ça. Et la moyenne de l'étudiant à insérer, par exemple, 18. D'accord? La position, alors je vais choisir par exemple la position 1. Là, donc, on manipule les positions de 0 jusqu'à... Donc, on va commencer à 0, parce que donc, on va manipuler un tableau. Alors, je vais supposer que la position 0, c'est-à-dire premier élément du tableau. La position 1, c'est le deuxième élément, etc. Donc là, si je précise que je veux ajouter cet étudiant-là à la position 1, ça veut dire que ça va être le deuxième étudiant dans la liste. C'est-à-dire à l'indice 1 dans le tableau. Voilà, j'ai ajouté étudiant à l'indice 1. Ça veut dire qu'il est en deuxième position. Alors, je vais afficher, pour s'assurer que c'est bien ajouté, je vais afficher le tableau des étudiants avec l'option 2. Voilà. Alors maintenant, si vous voyez, l'étudiant a été bien ajouté à la position, à l'indice I, qui est donc qu'on a précisé, à l'indice 1 dans le tableau. Voilà. Donc actuellement, on a 3 étudiants après avoir ajouté cet étudiant là. D'accord. Donc c'est quoi donc le code? Alors case 5. Alors qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va déclarer un étudiant et puis on va saisir les données pour cet étudiant-là, lire un étudiant. Bien sûr que l'on peut faire ça dans une fonction lire un étudiant, si vous voulez. Alors, maintenant, on va lire par scanf chaque attribut, le nom, le code et la moyenne de cet étudiant-là qu'on a déjà déclaré, qui représente pour nous un nouvel étudiant. Par la suite, nous allons faire une réallocation de la mémoire avec realloc, c'est-à-dire nous avons déjà la mémoire allouée pour un étudiant, nous allons faire un plus et pour donner plus de, c'est-à-dire donner de la place pour cet étudiant que l'on va rajouter. Alors on va réallouer de la mémoire pour ajouter cet étudiant-là en faisant donc 1 plus 1, 1 plus 1 et puis réallouer de la mémoire pour la nouvelle taille de la liste des étudiants. Ensuite, on va insérer l'étudiant à une position donnée. Pour moi, j'ai choisi la position 1, c'est-à-dire à l'indice 1. Alors là, on va poser la question à quelle position vous voulez insérer l'étudiant dans le tableau. Et l'utilisateur, ça va saisir la position et là, on va exécuter l'insertion. L'insertion, alors la fonction insérer, qu'est-ce que ça va prendre? Donc un tableau, donc le pointeur vers le tableau des étudiants, et puis la taille du tableau, la position et l'étudiant à ajouter dans la liste. Et qu'est-ce que ça va faire tout simplement? Avant de faire l'insertion à la position P, qu'est-ce que nous devons faire? Décalage des éléments à droite. Alors, en commençant par, nous allons prendre un compteur i de n-1. Alors, à la fin, on va commencer à la fin jusqu'à la position p plus 1, i-. Alors, on va commencer à partir de la fin et faire décaler les éléments. C'est-à-dire, dans n-1, nous allons mettre l'élément, dans etn-1, nous allons mettre l'élément etn-2. Ainsi de suite, c'est-à-dire nous allons commencer par la fin et décaler les éléments du tableau vers la fin. Et puis, pour libérer de la place à la position P. L'élément qui était à la position P serait par la suite à la position P plus 1. Pour libérer de la place à la position P pour pouvoir mettre le nouvel étudiant à la position P.
Donc, nous allons faire le décalage. Dans dans ETI, nous allons mettre ETI-1. Et puis, nous allons insérer l'élément à la position P. D'accord? En mettant donc ETP égale le nouvel élément à insérer, le nouvel étudiant que l'on vient de déclarer dans le main et que l'on a déjà initialisé les valeurs. D'accord? Donc tout simplement la fonction d'insertion, ça va faire un décalage des éléments à droite pour libérer la place pour l'étudiant que l'on va insérer à la position P et faire l'insertion à la position P de l'étudiant. Maintenant, je reviens à mon programme principal. Il nous reste la recherche, la suppression et le tri. Alors pour l'option de recherche, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais saisir l'option 6. Il va vous proposer le programme de donner le code de l'étudiant que vous voulez rechercher. Par exemple, je vais donner le code de l'étudiant que je veux rechercher, 987 par exemple. Alors là, on a proposé une recherche par code. Mais vous pouvez aussi faire un autre critère de recherche par nom ou par ce que vous voulez. Donc, selon les informations que l'on a caractérisées, que l'on a fait pour caractériser un étudiant. Alors, moi, je vais saisir le code de l'étudiant que je veux rechercher. Et puis, qu'est-ce que ça va donner? Le résultat, ça va vous donner les informations pour cet étudiant que vous venez de rechercher. Donc, nous allons voir le code. Alors, à la case 6, ça va vous poser la question, le code de taper le code d'étudiant que vous voulez rechercher. Le programme va lire le code et puis il va rechercher la position de l'étudiant que vous voulez rechercher, qui a ce code-là. Alors, rechercher position, ça va dans la liste des étudiants, il va rechercher l'étudiant qui a ce code-là. Donc, nous allons voir cette fonction-là, recherche position. Ça va parcourir la liste des étudiants dans le tableau élément par élément. Et s'il trouve dans le tableau à l'indice I, s'il trouve un étudiant dont le code est égal, le code que l'on a passé en paramètre ici, il va retourner l'indice de cet étudiant qui a le code égal donc, au code qu'on a passé en paramètre. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va soit retourner -1 si on ne trouve pas l'étudiant qui a ce code, soit retourner l'indice de l'étudiant dans le tableau qui a le code passé en paramètre, qui a le code que l'on vient de rechercher. Ici, on travaille avec l'indice. Si k égale à -1, c'est-à-dire si on a retourné -1, c'est-à-dire l'étudiant n'existe pas, selon ce qu'on a fait dans le programme ici. Sinon, on va afficher l'étudiant qu'on a trouvé à l'indice k. D'accord? Ici, donc, afficher 1, ça nous a servi aussi dans cette case-là, dans cette solution-là, pour afficher un étudiant. Donc là, je vais appeler la fonction qu'on a déjà implémentée, afficher 1, pour afficher un étudiant qui existe dans la liste, dans le tableau T, à la position K. Donc c'est la fonction qu'on a déjà fait, qui est en relation avec la fonction d'affichage de la liste des étudiants. C'est cette fonction-là que l'on va exploiter pour afficher un étudiant que l'on vient de trouver sa position K, et puis on va l'afficher. Donc ça, c'est le code pour rechercher un étudiant à travers son code que l'on va préciser en paramètre de la fonction rechercher. Ensuite, alors on a supprimer un étudiant, c'est le choix 7. Si vous voulez supprimer un étudiant par exemple, alors je vais taper le choix 7 et ça va vous dire c'est quoi le code d'étudiant que vous voulez supprimer. Par exemple, je veux supprimer l'étudiant, le même étudiant 987. Alors le code de l'étudiant que je veux supprimer, voilà, et ça va supprimer l'étudiant. Bien sûr que ici, donc, on a oublié de faire un message disant que suppression effectuée avec succès. On peut même faire une confirmation. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer l'étudiant? Oui, non. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Là, c'est juste pour faire vite. On a supprimé l'étudiant, mais on peut rajouter par la suite un message pour confirmer la suppression.
Voilà, donc pour s'assurer que l'étudiant a été supprimé, on peut faire l'affichage de l'option 2. Voilà, si vous voyez ici que l'étudiant qui a le code indiqué a été supprimé. Alors, c'est quoi le code de la suppression? Alors, tout simplement, on va utiliser la fonction de recherche qu'on avait déjà implémentée. Tout d'abord, donc, on va poser la question, donnez le code de l'étudiant que vous voulez supprimer. On va lire le code dans une variable C, et puis on va rechercher la position à travers la fonction qu'on a déjà implémentée ici. On retourne la position de l'élément de l'étudiant que l'on veut supprimer. Et là, on va exécuter la fonction supprimer sur la liste des étudiants à la position pose, donc à la variable qu'on a, à la position qu'on a déjà recherchée. Et après la suppression, bien sûr, on va mettre à jour la taille du tableau avec n-. D'accord? On va voir le code de la suppression, la fonction supprimer. Qu'est-ce que ça va faire tout simplement la fonction supprimer? Alors, la fonction supprimer, ça va faire un décalage à gauche à partir de la position qu'on a passée en paramètre. C'est-à-dire si on veut supprimer dans un tableau un élément à une position pose, ici, qu'on a passé en paramètre, on va juste faire un décalage de i allant de la position indiquée pose jusqu'à n-1, et on va faire un décalage à gauche pour écraser cet élément qui existe à la position que l'on veut supprimer. C'est-à-dire cet élément-là, ça va être remplacé par l'élément suivant. Et l'élément suivant, ça va être remplacé par l'élément par son suivant, et ainsi de suite. Tout simplement, dans un tableau, donc on a ici, si on veut supprimer un élément, on va faire un décalage à gauche des éléments qui suivent cet élément-là pour l'écraser à sa position. Et puis on va mettre à jour, la taille pour pouvoir par la suite afficher donc les éléments qui existent à la nouvelle taille. C'est-à-dire depuis le 0 jusqu'à la nouvelle taille que l'on vient de mettre à jour. Il reste la dernière option, c'est le tri. Alors le tri, donc ici, c'est le choix 8. Alors ici, on a donc déjà deux étudiants, mais là, donc, on a déjà deux étudiants qui sont déjà triés par hasard un ordre décroissant selon la note. Je vais essayer d'insérer un nouvel étudiant pour voir un résultat. Alors, j'insère un étudiant. Voilà, donc, qui a le code, alors qui aura la moyenne 19, par exemple. Je vais l'insérer à la position, à l'indice 1, c'est-à-dire à la position 2. J'affiche la liste. Et là, donc, vous aurez cette liste après avoir ajouté un étudiant. Comme ça. Donc, maintenant, le tri, ça doit me donner un tri décroissant selon la note. C'est-à-dire le premier étudiant qui a la note 19, et puis le deuxième qui a 17, et puis le troisième qui a 16. D'accord? C'est ça, donc, ce qu'on veut faire avec l'opération de tri. Alors, si j'exécute 8, normalement, qu'est-ce que ça va faire? Il va trier la liste des étudiants. Il va me dire tri effectué avec succès. Et qu'est-ce que ça va afficher en fait? Si j'affiche avec l'option 2, il va m'afficher la liste des étudiants triés. Si vous voyez ici, on a donc trié selon la note, en prenant donc en suivant un tri avec ordre décroissant, d'accord? Celui qui a la note la plus élevée serait donc le premier étudiant, et ainsi de suite. D'accord? Bien sûr, si vous voulez faire un tri croissant, vous pouvez aussi le faire. Donc, alors, on va revenir à notre programme main. Alors, le tri. Alors ici, je vous ai écrit un commentaire. Si vous voulez donner à l'utilisateur la possibilité de choisir son algorithme de tri. Parce que dans les algorithmes de tri, vous allez trouver plusieurs algorithmes. Et là, on peut donner à l'utilisateur quel algorithme il veut utiliser. Est-ce que le tri par sélection, le tri rapide, le tri par fusion, etc.
Et dans le programme, là, je vous ai écrit quasiment, donc presque tous les tris qui existent. Le tri à bulle, le tri par sélection, le tri par insertion, le tri par fusion, tri rapide. Et donc, on a les différents algorithmes de tri implémentés. Euh, euh, et puis, donc, vous allez choisir un algorithme parmi les algorithmes qui existent ici. Alors là, donc, dans l'option 8, on a choisi directement tri par sélection. Mais là, on peut faire mieux. On peut ici donner à l'utilisateur la possibilité, lui afficher la liste des algorithmes de tri qu'on a déjà implémentés dans le code. Par exemple, lui dire à l'utilisateur qu'on a l'algorithme de tri rapide, on a l'algorithme de tri fusion, à bulle, par sélection, par insertion, et donner à l'utilisateur le choix de l'algorithme qu'il veut exécuter sur la liste de ces éléments. D'accord? Mais ici, pour faire vite, donc j'ai appelé juste le tri par sélection sur mon tableau des étudiants. Par la suite, ça, c'est qu'on voyait donc, quand vous avez déjà fait dans l'algorithmique, ça varie en termes de complexité. Ces algorithmes de tri vont donner donc ils sont donc différents en termes de complexité. Et ça diffère aussi en termes selon la taille la taille du tableau. Donc, si on a un tableau, par exemple ici, qui a un nombre d'éléments qui n'est pas élevé, donc un peu d'éléments, euh, il y a pas trop d'éléments dans le tableau, une taille petite. Et là, donc, on peut utiliser donc des algorithmes de tri comme le tri par sélection. Bon, les algorithmes de tri, comme vous avez vu dans le cours d'algorithmique, ça dépend de la taille des données qu'on a. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel algorithme que vous voulez. Donc, dans ce cas, puisque j'ai juste des étudiants, uns des étudiants, donc on va pas faire la différence ici. D'accord? Alors, je vais par exemple vous montrer l'algorithme, l'implémentation de tri par sélection. Alors, le tri par sélection, voilà. Je vous ai mis aussi des vidéos explicatives si vous voulez pour chaque implémentation. Alors, pour le tri par sélection, donc le principe c'est quoi? C'est que nous allons comparer à partir du premier élément. Par exemple, le premier élément, nous allons comparer avec tous les éléments qui suivent cet élément-là. Par exemple, pour le premier élément qui a l'indice i, nous allons comparer cet élément-là avec tous les éléments suivants, avec le deuxième, le troisième, etc. Et si on trouve un élément qui est supérieur à l'élément que l'on vient d'initialiser et que l'on veut comparer avec, on va faire un échange. C'est-à-dire, je vais simplifier, je vais commencer par le premier élément et le comparer avec tous les éléments qui suivent. Si je trouve un élément qui suit le premier élément qui est supérieur, je vais échanger avec le premier élément pour classer, c'est-à-dire à la place du premier élément, mettre l'élément qui est supérieur pour obtenir par la suite un ordre décroissant, c'est-à-dire j'aurai la liste finale qui va donc commencer par les éléments les plus élevés. Et ainsi de suite. Je vais faire une boucle. Pour le deuxième élément aussi, je vais le comparer avec les autres. Et si je trouve un élément qui est supérieur au deuxième élément, je vais l'échanger avec le deuxième, et ainsi de suite. Donc l'algorithme, ça va faire une boucle pour comparer l'élément avec les autres et puis faire un échange au cas où on a trouvé un élément qui a la moyenne supérieure. Donc là, donc, c'est indiqué dans l'énoncé du TP que le tri, ça va s'effectuer par classement, par note. Et là, donc, on va faire un classement par note, un classement décroissant. Mais si vous voulez faire un classement par note en croissant, vous allez juste ici mettre inférieur. D'accord? Voilà donc pour le premier exercice. Je vous ai brièvement donc décrit, je vous ai brièvement donc présenté la solution dans le code et à l'exécution. Mais bien sûr, par la suite, si vous avez des questions précises dans une question, dans une solution des questions là, dans le code, je peux vous répondre par la suite si vous aurez des commentaires. Euh,
Alors maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 2.